Au fond du parc de l'ancien hôpital de V, un pavillon muré aux volets rivetés par des plaques d'acier. Sur la pierre d'angle, un numéro frappé au burin, C, rongé par la pluie. Dans les archives, une chemise cartonnée porte la mention « Fermeture administrative 1974 ». À l'intérieur, des fiches médicales perforées, un tampon rouge qui répète « Silence » et l'ombre d'un registre disparu, qu'on appelait ici le cahier noir. On dit que le bâtiment est hanté. Nous allons prouver qu'il a été habité par des décisions humaines et que certains vivants ont intérêt à ce que rien ne soit rouvert. Abonnez-vous pour suivre cette enquête. Ici, pas de fantômes, des documents, des voix qu'on a étouffées et des responsables avec des noms. On y accède par une allée de marronniers dont les bogues craquent sous les pas. Le parc a été réhabilité, banc neuf, parcours de santé, panneaux pédagogiques qui racontent la naissance de l'hôpital en 1883 au service des aliénés et des indigents. Pavillon A, désormais centre d'art. Pavillon B, conservatoire municipal. Pavillon D, chantier bruyant où des étudiants en architecture prennent des mesures. Et puis au bout, un décrochement de terrain, herbes hautes et ronces mêlées, une clôture tordue et derrière, un bloc rectangulaire couché comme un animal malade, le pavillon C. La façade est piquée de salpêtre. On a soudé des plaques métalliques sur chaque volet, rivetées en croix. Une bande de rubalises jaunies flotte encore, fantôme d'un périmètre de sécurité. Sur la porte, une tôle porte une inscription au pochoir. Amiante, accès interdit. L'air qui s'en échappe par une fente sent la javel morte et le talc mouillé. J'approche l'oreille. Aucun bruit. Sauf un tic-tac d'eau régulier, quelque part dans le ventre du bâtiment. À la mairie, la secrétaire oppose d'abord un sourire administratif. Le C, fermé pour raisons sanitaires depuis 1974. Nous n'avons pas autorité. Voyez avec le département. Elle baisse néanmoins la voix quand je prononce « cahier noir ». On racontait des choses. La nuit, on voyait passer des silhouettes vers le C, des adolescents menés par 2 infirmiers. Puis plus rien. Vous savez, on n'aime pas remuer. Aux archives départementales, salle 3, rayonnage H-Psy, une boîte grise titrée « Pavillon C, fermeture administrative 1971-1975 ». Dedans, 5 fiches médicales, un procès-verbal de dégagement de locaux techniques et une liasse de courrier recousu avec une ficelle. Sur 2 fiches, un tampon rouge, incliné. Silence. Fiche numéro C17, 1402-1972. Initiale MB. Mineur, 13 ans. Motif d'admission, mutisme, fugue. Pavillon, C. Programme expérimental. Prescription, protocole d'intégration comportementale. Observation, refuse la parole, dessine des cages. Isolement recommandé. Date de sortie, tirée. Note interne, non signée, 3/05/1972. Pavillon C, rappel, aucune correspondance avec famille sans visa. Sortie uniquement sous escorte. Incident consigné au cahier noir. Le cahier noir. Un livre de bord nocturne, selon les bribes orales. Officiellement détruit dans un départ de feu localisé. Journal local, 6 juin 1973. Officieusement, subtilisé puis brûlé la veille d'une inspection. L'absence d'un registre est parfois plus éloquente que sa présence. Je cherche un témoin. On me parle d'un ancien infirmier chef, le Noir. Il m'ouvre dans une cuisine recouverte de toile cirée à fleurs. Sa main tremble, mais sa mémoire tranche net. Le C, dit-il, c'était le programme Silence. On nous disait moins de cris, plus d'obéissance. On a vissé des anneaux dans le béton. Je n'ai jamais oublié. Il sort une boîte à chaussures, des feuillets, des ordonnanciers, des photos d'inventaire. Sur l'un, une caméra Polaroid a figé un couloir de carrelage, porte numérotée C1 à C8 et un pupitre d'infirmier avec un registre noir posé au travers. J'ai pris ça en 1972, pendant une relève. On n'avait pas le droit. Copie manuscrite, le Noir, extrait du cahier noir, nuit du 21/03/1972. C17, agitation 0312, contention plus injection bleue. Consigne, ne pas prévenir la famille. Mentionner transfert si persistance. Je retourne au site. Dans l'herbe, je trouve une borne en fonte renversée.
Dessus, au marteau, C. À quelques mètres, un soupirail cimenté. Des éclats de faïence gisent au sol. L'importe des lettres griffées au clou. MB. L'empreinte obstinée d'un enfant qui avait encore la force d'écrire ses initiales. Je demande l'accès au bâtiment pour repérage documentaire. Réponse du département, 48 heures plus tard, refus, motif, risque amiante et effondrement. En marge, un post-it coincé par erreur, si possible détourné. Sujet sensible. La phrase pèse plus lourd que le refus officiel. Quelqu'un redoute l'ouverture. Dans un fond voisin, je tombe sur un procès-verbal de dégagement. 18-09-1974. On y liste lit métallique, 8 unités. Sangle cuir usagé, divers. Armoire pharmaceutique, détruite. À la ligne registre nuit, une mention au stylo. Perdu dans l'incendie. L'incendie en question n'a jamais fait l'objet d'un rapport des pompiers. Je vérifie, pas de fiche d'intervention ce soir-là. On a brûlé des papiers, pas des murs. De retour chez le noir, je l'interroge sur le médecin responsable. L'ermite, dit-il. Docteur V. L'ermite. Brillant, disait-on. Convaincu que le silence rééduque. Quand l'inspection a pointé le nez, il a quitté le pays. Il cherche une lettre dans sa boîte. Me l'attend. Une duplicate de notes internes. Haut de page, tampon flou, direction médicale. Note 12-01-1972. Programme silence. Objectif, réduction de l'agitation chronique par privation sensorielle et contention contrôlée. Public, mineur sans soutien familial. Durée, 6 mois max. Communication externe, interdite, visa VL. Sur la photocopie, un stylo biacerclé mineur et interdite. La loi de l'époque autorisait la contention en urgence, pas comme méthode systématique, encore moins sur des enfants isolés. La feuille sut l'illégalité sous sa propreté renéotypée. Quand je repars, la nuit tombe sur le parc. Le vent pousse une odeur d'humidité depuis le soupirail cimenté. Si l'on tend l'oreille, on croirait un revenant. Mais ce n'est pas un revenant, c'est l'air qui cherche encore une sortie. Le lendemain matin, je trouve dans ma boîte de messagerie une photo anonyme, la façade du pavillon C, prise récemment. Sur la tôle amiante, quelqu'un a tracé à la craie « Parler », une injonction, ou une menace, ou les deux. J'aligne le puzzle sur la table d'archives. Fiche perforée, tampon silence, photo du pupitre au registre noir, note programme silence, refus d'accès avec post-it détourné. À côté, une page blanche où j'écris 3 lignes. Le C n'est pas hanté. Il a été scellé pour éviter des questions. Le cahier noir a existé. On en a copié des fragments. Il manque des noms. Les prénoms reviennent dans les marges, jamais dans les sorties. Ce n'est pas encore une preuve totale, mais c'est plus qu'une rumeur. Et si la porte reste soudée, les archives, elles, s'entr'ouvrent. Le silence figure partout, comme consigne et comme méthode. Reste à retrouver ceux qui l'ont signé et ceux qui l'a englouti. La salle des archives départementales sent le papier cuit et la laine humide. Sous la lumière crue des néants, les boîtes grises s'empilent comme des cercueils miniatures. Je demande à consulter les dossiers médicaux classés patient mineur 1970-1975. L'archiviste soupire, disparaît, puis revient avec un carton dont l'étiquette est presque effacée. PAV C, non communicable. Je l'ouvre. À l'intérieur, une vingtaine de fiches perforées dans le coin, comme si on avait arraché une agrafe. Les rubriques habituelles, identité, date d'admission, traitement, sortie, mais les cases sorties sont vides, et sur plusieurs, un tampon rouge en travers, silence. Fiche patient C12 0410 1971. Nom LD, 14 ans. Admission, trouble du sommeil Chromebook. Traitement, protocole expérimental, observation, isolement. Observation, refus d'alimentation, agitation nocturne. Recommandation, contention prolongée. Date de sortie, mention manuscrite, non réinscriptible. Fiche patient C19, 22 mai 1972. Initiale JR, 15 ans. Admission, fugue répétée, absence de famille. Traitement, session comportementale. Observation, épisode hallucinatoire, injection bleue administrée.
Date de sortie, vide. Tampon, silence. Je ferme les yeux un instant. Non réinscriptible, formule obscure, presque administrative, mais qui résonne comme une condamnation. Quand je montre ces fiches à Lenoir, l'ancien infirmier-chef, il se crispe. « On écrivait ça quand un enfant ne reviendrait jamais », dit-il. C'était le code. Pas de sortie officielle, pas de corps remis à la famille. Juste une case vide. Je demande « Et le tampon silence ?» Il répond d'une voix basse. C'était une consigne. Ne pas répondre aux lettres, ne pas donner d'informations. On classait. Voilà tout. En fouillant plus loin, je découvre un petit dossier jauni, glissé de travers. Il contient des copies de lettres de parents, jamais expédiées. Lettre manuscrite, Madame A, 2 novembre 1972. Mon fils Julien a été admis au pavillon C le 12 mai. Depuis 6 mois, je n'ai reçu aucun visite, aucun courrier. Je supplie que l'on me dise s'il va bien. Annotation au crayon, silence. Lettre manuscrite, MP, 18 janvier 1973. On m'avait promis que mon garçon rentrerait en décembre. Nous sommes en janvier. Je n'ai aucune nouvelle. Je vous demande simplement un certificat scolaire. Annotation rouge, non communicable. Ces lettres sont des cris étouffés dans un carton. En sortant des archives, je croise une ancienne employée, Madame Guérin, qui fut lingière à l'hôpital. Elle accepte de m'inviter chez elle. Sa cuisine sent la soupe aux poireaux et la naphtaline. Elle se souvient. J'apportais du linge propre au pavillon C. Les chambres étaient fermées à clé, les enfants, je ne les voyais jamais vraiment, mais j'entendais des coups, des grattements, et quand la porte s'ouvrait, ils se taisaient net, comme si le silence était une consigne qu'on leur avait gravée. Elle hésite, puis sort d'un tiroir une note qu'elle avait glissée dans sa poche en 1973, un ordre imprimé sur papier jauni. Note interne 14-07-1973. Tout courrier externe doit être filtré par la direction, tout incident noté dans le cahier noir, aucune sortie non accompagnée, le silence est la condition de l'efficacité. Le soir, je compare ces documents avec les journaux locaux. Rien. Aucune mention de mineurs, de décès, d'incidents. En revanche, le 7 juin 1973, un entrefilet. Incendie maîtrisé dans un local technique de l'hôpital. Pas de victimes, archives endommagées. L'incendie officiel qui aurait détruit le cahier noir. Mais aucune mention de pompiers, aucune photo. Un feu qui n'a brûlé que des papiers. À ce stade, je comprends. Le pavillon C n'était pas seulement une aile oubliée, c'était une structure organisée, avec ses codes, tampon silence, mention non réinscriptible, son registre, le cahier noir, et une stratégie de disparition. Des enfants admis avec un nom, une famille, une date, puis plus rien, sinon une case vide. Le silence n'était pas un hasard, c'était une consigne. Aux archives médicales, parmi les cartons mal classés, j'extrais une chemise mince, sans numéro de code clair. Elle contient un document renéotypé de 8 pages, au papier jauni et au caractère délavé. En haut, aucun en-tête officiel, juste un titre en capitale, Programme Silence. Document interne, janvier 1972, objet, réduction de l'agitation chronique chez les mineurs isolés. Méthodologie, isolement prolongé, 12 à 96 heures, privation sensorielle, chambre obscure, absence de stimulus auditif, contention mécanique si résistance. Produits associés, comprimé bleu, solution injectable type B. Population cible, mineurs sans soutien familial non réinscriptible. Durée d'évaluation 6 mois maximum, communication externe interdite. Responsable, Dr V. Lermite. Chaque ligne pèse comme un coup de masse. Mineurs sans soutien familial. On avait donc choisi délibérément des enfants qui n'auraient personne pour réclamer.
Je contacte la docteure Ancel, médecin du travail à la retraite, déjà rencontrée dans une autre enquête. Elle lit le protocole. Blémie. Isolement sensoriel. C'était déjà interdit par les textes. Et il parlait de produits expérimentaux. Vous voyez bien, ce n'était pas du soin, c'était un essai clinique clandestin. Elle tourne les pages. Regardez la dernière note. Annexe manuscrite 1702-1972. Après 72 heures d'isolement, le sujet cesse toute opposition verbale. Après 96 heures, perte d'initiative motrice. Hypothèse, le silence comme rééducation. Poursuivre sur échantillon élargi. Signé V.L. Je retourne au pavillon C avec Romain, un ancien agent de maintenance. Il me montre l'arrière du bâtiment, où un mur de ciment a recouvert d'anciens soupiraux. L'ermite nous faisait poser des anneaux dans le béton des chambres, dit-il. Officiellement, pour accrocher du matériel médical, mais on savait que c'était pour immobiliser. Nous passons par une ouverture effrondée, l'air est lourd, chargé d'humidité et d'odeurs chimiques figées. Dans un couloir, la lumière de la lampe torche accroche des carrelages tachés, des portes épaisses avec des numéros peints. C3, C4. Derrière une, un nid métallique encore vissé au sol. Et sur le mur, 2 anneaux rouillés fixés à hauteur de poignet. Romain murmure « Voilà, c'est ça, leur programme. » Aux archives du personnel, un registre mentionne le nom du médecin. Dr Victor Lermite, recruté en 1970 comme responsable expérimental. Après 1974, plus de traces. Une seule mention marginale, quitte l'hôpital, destination inconnue. En fouillant dans la presse médicale, je découvre un bref encadré de 1975. Le docteur Vellermite, ancien praticien hospitalier, s'installe à l'étranger. Spécialité non précisée. Parti juste avant l'arrivée d'une inspection ministérielle. Disparu avant que quelqu'un ne pose trop de questions. Un soir, une ancienne aide-soignante, Madame Corbel, accepte de me parler. Elle travaillait brièvement au C. Ses mains tremblent en serrant sa tasse de thé. On nous donnait des pilules bleues à administrer. Après ça, les enfants restaient silencieux des heures. J'ai demandé ce que c'était. L'ermite a répondu « Ne cherchez pas, le silence est le traitement ». Elle sort de son sac un carnet taché, des notes prises en cachette. C11, refus comprimé, crise. Consigne, injection B. Nuit calme. C17, 13 ans, dessin de cage confisqué. Chambre obscure. Chaque témoin, chaque document dessine la même réalité. Le pavillon C n'était pas un lieu de soi, mais un laboratoire. Le silence n'était pas une conséquence, c'était l'objectif. Et ceux qui s'y opposaient disparaissaient des fiches, devenaient non réinscriptibles. Dans la rue, le soir, les habitants évoquent encore des hurlements entendus à travers le parc dans les années 70, mais à présent, je sais. Ce n'étaient pas des fantômes. C'étaient des enfants, enfermés dans des chambres obscures, réduits au silence par des pilules bleues et des anneaux de fer. Le pavillon C n'était pas hanté. Il était méthodiquement étouffé. Je décide de croiser les fiches médicales avec les registres d'état civil. À la mairie de V, la fonctionnaire me fait patienter avant de poser sur le bureau un registre relié en cuir, année 1971-1974. Je parcours les colonnes. Naissance, mariage, décès. Les pavillons A, B, D apparaissent régulièrement dans les certificats de décès, mais pour le C, rien. Pas un seul décès enregistré. Pourtant, dans les cartons du cimetière communal, je découvre un cahier d'inhumation anonyme. Entre 1972 et 1973, plusieurs mentions sèches, sujet hospitalier, sexe masculin, environ 14 ans. Non identifié. L'âge varie, 12, 15, parfois 16 ans. Aucun nom, seulement des numéros de caisse.
Je compare les dates. Elles coïncident avec les entrées du pavillon C que j'ai relevées dans les fiches perforées. Les enfants n'ont pas été transférés, ils ont été enterrés anonymes dans une fosse commune, avec la complicité des autorités municipales. Je retourne voir le noir. Il ne nie plus. On nous disait « pas de famille, pas de nom ». Alors on écrivait « inhumation simple ». Mais je savais. Je les avais vus dessiner, chanter parfois, et après, plus rien. Juste un camion discret vers le cimetière. Ses yeux brillent. On n'a jamais gravé leurs prénoms. On les a effacés 2 fois. D'abord derrière les murs, puis sous la terre. Un ancien fossoyeur accepte de parler. Sa voix est rocailleuse, sa mémoire intacte. On recevait des caisses banales. Pas de croix, pas d'étiquette. Toujours livré la nuit. Ordre de ne pas ouvrir. On nous disait que c'était de l'amiante, des restes à brûler. Mais les caisses avaient le poids des corps. Et parfois, l'odeur. Combien ? Il compte lentement sur ses doigts. Au moins 7, peut-être plus. Moi, j'ai creusé. Mais je n'ai jamais oublié les caisses sans nom. Aux archives judiciaires, je trouve une trace. Une plainte collective déposée en 1973 par 3 familles. Elles réclamaient des nouvelles de leurs enfants disparus après une admission au pavillon C. Le parquet a classé sans suite. Plainte irrecevable, absence de preuves. En marge, une annotation manuscrite. Programme expérimental couvert par ministère, ne pas médiatisé. La docteure Ansel, en lisant ces notes, murmure « Ce n'est pas de la psychiatrie, c'est un système de disparition ». Des enfants considérés comme encombrants, absorbés dans un protocole secret, puis effacés. Ce n'était pas du soin, c'était de l'effacement administratif. Je retourne au cimetière. Dans un coin oublié, herbes folles et pierres disjointes, la fosse commune des années 70. 10 stèles uniformes, sans nom, toutes avec la même inscription, sujet hospitalier, date incertaine. Le silence est là, gravé dans la pierre. Je m'accroupis, effleure la mousse. En bas d'une des dalles, une trace maladroite gravée au couteau, C17. Quelqu'un, peut-être un soignant rongé par le remords, a voulu laisser un signe. La légende locale disait qu'on entendait des gémissements dans le parc les nuits d'hiver. Ce n'étaient pas des âmes errantes, c'était la mémoire de ces corps anonymes, enfermés 2 fois, dans des murs et dans des registres falsifiés. Le silence du pavillon C n'est pas seulement celui des volets soudés. C'est le silence des tombes sans nom, des plaintes classées, des parents à qui on a opposé un tampon rouge. Le nom de Victor l'ermite revient partout, sur les notes internes, les protocoles du programme Silence, les fiches perforées. Mais dès 1974, il disparaît des organigrammes. Je fouille les archives de l'Ordre des médecins. En mai 1975, mention laconique. Cessation volontaire d'activité hospitalière. Pas de radiation, pas de sanction. Juste une sortie en douceur. Je finis par trouver une brève dans une revue médicale. Le docteur V. l'ermite, ancien praticien hospitalier en Lorraine, poursuit désormais ses recherches en Amérique du Sud. Aucune précision de pays, aucune spécialité. Je contacte un ancien collègue, le docteur Huguenin, aujourd'hui en maison de retraite. Il accepte de me recevoir. L'ermite, un homme brillant, mais obsédé par ses théories. Il parlait d'éduquer par le silence. Il croyait que priver un enfant de mots, c'était l'obliger à se réformer. Moi, j'appelais ça de la torture. Pourquoi est-il parti ? Une inspection ministérielle devait arriver. La veille, il a pris l'avion. Et personne ne l'a jamais revu. Aux archives diplomatiques, j'exhume une correspondance de l'ambassade française à Buenos Aires, datée de 1976. Un certain docteur Victor l'ermite sollicite une homologation pour exercer en Argentine. Dossier incomplet, à vérifier. Puis silence. Pas de suite. Un ancien infirmier me raconte ce qu'il a vu avant son départ. L'ermite a fait brûler des cartons entiers dans la cour du pavillon C. Il disait « Ce qui appartient à la science n'a pas à être jugé. » Nous, on regardait la fumée noire monter. On savait que c'était les cahiers de nuit. Mais tout n'a pas disparu.
Dans le grenier de l'hôpital, devenu réserve municipale, je trouve une caisse oubliée. Dedans, entre des flacons vides et des seringues rouillées, un classeur imbibé d'humidité. Sur la couverture, programme silence, note interne. Extrait manuscrit. 12-04-1972. Signé VL. Sujet C12. 72 heures d'isolement complet. Résultat, absence de réponse verbale. Soumission aux ordres simples. Sujet C19. Refus d'alimentation. Injection bleue. Sommeil prolongé. Conclusion. Silence prolongé égale rééducation possible. Recommandation. Poursuivre protocole sur échantillon élargi. La docteure Ansel serre les poings en lisant. C'est une preuve. Pas des rumeurs, pas des légendes. Un document signé. Ils ont utilisé des enfants comme cobayes, puis effacé les traces. Et pendant ce temps, les autorités parlaient de projets pilotes exemplaires. Je retourne au pavillon C. La porte scellée luit sous la lune. Dans le silence du parc, le vent siffle à travers les fissures, produisant un son long, presque une respiration. Romain à mes côtés murmure. Vous comprenez pourquoi certains croient encore aux fantômes ? Mais ce qu'on entend, ce n'est pas l'au-delà. C'est l'air qui cherche à sortir comme les voix qu'on a enfermées. Le docteur l'ermite a fui, les cahiers ont brûlé, mais les anneaux dans le béton, les tombes anonymes et les lettres tamponnées silence sont restés. Et aujourd'hui, chaque document retrouvé déchire un peu plus la chape qu'il avait posée. Le pavillon C n'est pas hanté. Il est encore habité par une doctrine. Faire taire pour régner. Je retourne aux archives départementales, cette fois du côté correspondance reçue. Une boîte grise, étiquetée 1971-1974, dossier divers, contient des lettres pliées, jamais transmises. Certaines sont encore fermées, avec le tampon violet « Retour non distribuable ». À l'intérieur, la douleur nue. Lettre de Madame A, 19-11-1972. Je demande des nouvelles de mon fils Julien, admis au pavillon C en mai. Depuis 3 mois, je n'ai reçu aucune réponse. Il a 13 ans. Je veux savoir s'il est vivant. Annotation au crayon rouge. Silence. Lettre de Monsieur P, 22-1973. On m'avait promis qu'il reviendrait en décembre. L'école réclame un certificat. Je n'ai rien. Je vous supplie de me répondre. Mention manuscrite, non communicable. Lettre de Madame G, 7 juillet 1973. Ma fille n'a pas de père. Je travaille de nuit. Je l'ai confiée à l'hôpital pour son angoisse. Voilà 6 mois que je n'ai aucune nouvelle. J'en rêve chaque nuit. Je vous en prie. Tampon rouge incliné. Silence. Ces lettres ne sont jamais arrivées. Elles ont été interceptées, classées, puis ensevelies dans une boîte. Je retrouve la nièce d'un de ses parents. Elle m'accueille dans un appartement aux murs jaunis. Elle sort une boîte en fer, de photos noir et blanc d'un garçon frêle, cheveux longs, sourire timide. « Mon oncle, dit-elle, il est entré au pavillon C en 1972 pour des crises de panique. Ma grand-mère n'a jamais cessé d'écrire. On lui a toujours dit qu'il avait fugué. Elle est morte sans savoir. » Je lui montre une copie de la lettre de sa grand-mère, tamponnée « Silence ». Elle pleure, secoue la tête. Alors, ils n'avaient pas fugué. Ils l'ont enfermé. Et ils l'ont rayé. Je confronte le noir une fois encore. Ses mains tremblent. On nous faisait signer des formulaires. Quand un enfant disparaissait, on écrivait « transfert ».
Mais il n'avait pas de transfert, pas de camion, pas de dossier, rien. On remplissait la case pour faire taire les familles. J'ai obéi, pour garder mon poste, mais chaque fois que je ferme les yeux, je les entends encore. Aux archives judiciaires, un document confirme ces paroles. Une lettre d'avocat adressée au parquet en 1974. Plainte collective. Maître R, Metz. Plusieurs familles sont sans nouvelles de leurs enfants, tous admis au pavillon C. Nous demandons une enquête urgente sur des séquestrations et disparitions. Réponse du parquet. 2 semaines plus tard. Plainte irrecevable. Absence de preuves. Classée sans suite. À crayon. Une note. Programme silence. Couvert par ministère. Je vais au cimetière communal. Dans un carré envahi de broussailles, une dizaine de stèles anonymes portent toutes la même mention. Sujet hospitalier, date incertaine. Pas de prénom, pas d'histoire. Je m'agenouille devant une d'elles. Sur le ciment, gravé maladroitement au couteau, une inscription. C21. Un code, pas un nom. Peut-être laissé par un fossoyeur compatissant. Peut-être par un soignant rongé par la honte. La docteure Ancel se tient à côté de moi. Elle pose une fleur sur la dalle. Sa voix est ferme. Chaque tampon silence, chaque plainte classée, chaque code gravé, c'est une preuve. Pas une légende, pas des fantômes, mais une machine à faire disparaître. Le silence du pavillon C, ce n'était pas l'absence de bruit, c'était une politique. Un système pensé pour couper les voix des enfants, puis celles de leur famille. Son nom revenait au détour de plusieurs notes. Sœur Émilienne, aide-soignante issue d'une congrégation locale affectée temporairement au pavillon C. Après des semaines de recherche, je retrouve sa trace dans une maison de retraite religieuse. Elle a 90 ans, menue, le regard encore perçant. Je lui parle du C. Elle ferme les yeux, long silence, puis « On nous avait dit que c'était pour leur bien, des enfants difficiles, des orphelins, mais j'ai vite compris. » Elle serre son chapelet. Ils appelaient ça de la rééducation. Moi, j'ai vu des enfants attachés des nuits entières. J'ai entendu des sanglots que personne n'avait le droit de consoler. Je lui demande si elle a connu Julien, le garçon des lettres interceptées. Elle hoche lentement la tête. Oui, il avait 13 ans. Je lui ai glissé un morceau de sucre une nuit pour le réconforter. Le lendemain, le docteur Lermite m'a convoqué. Il m'a dit « Ici, on ne nourrit pas l'agitation, on nourrit le silence. » Sa voix tremble, mais elle continue. Un soir, j'ai recopié en cachette une phrase du cahier noir. Je savais qu'un jour, il faudrait que quelqu'un le lise. Elle sort d'un missel, une feuille pliée, jaunie. Extrait recopié du cahier noir. 14-12-1972. Patient C21, 14 ans. Isolement prolongé. Refus d'alimentation. Consigne, attendre épuisement. Résultat, décès constaté 05h20. Instruction direction, classé, transfert. Je relis plusieurs fois. Décès constaté, remplacé par transfert. Je demande « Et personne n'a protesté ?» Sœur Émilienne baisse la tête. Nous étions sous ordre. Moi, je priais. Je me disais que Dieu entendrait leurs voix, même si nous, on devait les faire taire. Mais les prières ne rendent pas les noms.
Je quitte la maison de retraite, bouleversé. Dans mes notes, j'écris en majuscule « Transfert égale effacement ». Ce code revient partout. Fiches médicales, procès-verbaux, notes internes. À chaque fois qu'un enfant mourait, la mention transfert servait de paravent administratif. De retour au pavillon C, j'examine les murs écaillés. À l'arrière, une plaque de faïence brisée, restée coincée dans la terre. Dessus, des lettres gravées maladroitement au clou. MB, les initiales de ce garçon muet qui dessinait des cages. Un cri gravé pour ne pas disparaître totalement. La docteure Ancel, en découvrant la copie du cahier noir laissé par la religieuse, serre les poings. C'est la preuve directe d'un décès sous contention, maquillé en transfert. Juridiquement, c'est un homicide couvert par l'administration. Puis elle ajoute « Vous comprenez maintenant pourquoi la rumeur a parlé de fantômes. Ce qu'on entendait, c'était les cris que personne n'avait notés officiellement. Alors les gens ont inventé des esprits. C'était plus facile qu'imaginer ça. » Le silence du pavillon C n'était pas une absence de son. C'était un ordre, un langage codé pour transformer les morts en absents et les absents en oubli. En consultant les registres financiers de l'hôpital, je tombe sur une ligne budgétaire étrange. Dotation spéciale, pavillon C, projet pilote. Chaque année, de 1971 à 1974, la somme versée au C est 2 fois plus élevée que celle allouée aux autres services. Motif officiel, réinsertion et innovation thérapeutique. Dans un procès-verbal du Conseil général, daté du 12 mars 1973, je lis « Extrait du compte-rendu. Les résultats du pavillon C sont encourageants. Réduction notable des troubles de comportement, absence d'incidents déclarés. Reconduction des crédits votés à l'unanimité. Absence d'incidents. Cet enfant enterré sans nom, mais sur le papier, aucun problème. Je prends rendez-vous avec un ancien élu de l'époque, aujourd'hui très âgé. Son appartement sent la poussière et le tabac froid. Il parle à voix basse. On savait que les chiffres étaient embellis, mais l'idée séduisait. Un service qui faisait disparaître les crises, les fugues, les plaintes des familles. Et puis, Paris applaudissait. Qui aurait pris le risque de dire non? Et les morts? Il détourne le regard. On ne posait pas la question, la consigne était claire. Pas d'éclat médiatique. Aux Archives nationales, je découvre une correspondance ministérielle. Lettre confidentielle, ministère de la Santé, 09 janvier 1974. Concernant le pavillon C, impératif d'éviter toute inspection extérieure. Les méthodes employées, bien que discutables, s'inscrivent dans un cadre expérimental. Le retentissement médiatique serait dommageable pour l'ensemble de la politique hospitalière. Discutable. Ce mot bureaucratique recouvre des morts anonymes. Je montre le document à la docteure Ancel. Elle frappe la table. Voilà. Ce n'était pas un dérapage isolé. C'était couvert, financé, encouragé. Ils ont transformé un crime en projet pilote et un médecin en expert reconnu. Tout le monde y trouvait son intérêt, sauf les enfants. Un détail me glace. Dans un rapport budgétaire de 1972, il est noté « Remboursement matériel pédagogique, 28 000 francs ». Quand je compare avec l'inventaire du pavillon, je comprends. On a facturé au ministère des lits et des sangles déjà présents, requalifiés en équipement pédagogique. L'argent public blanchissait des instruments de contention. Le soir, je retourne au cimetière. Sur la dalle anonyme où j'avais vu un code gravé, une plaque récente a été posée. Bois brut, lettres pyrogravées, aux enfants du silence. Pas de signature. Un ancien soignant peut-être, ou une famille enfin informée. Romain me rejoint, fixe la plaque. Tant que les gens croient à des fantômes, les responsables dorment tranquilles. Mais si on montre les budgets,
les signatures. Alors le silence ne les protège plus. Le pavillon C n'était pas un lieu maudit. C'était un projet couvert, voté, financé par des hommes en costume. Les volets soudés ne servent pas à retenir des esprits, mais à cacher l'odeur persistante de la complicité. Aux Archives nationales, une boîte porte une mention presque effacée. Santé, projet pilote, 1970-1975. À l'intérieur, un rapport de 40 pages, jamais publié. Sur la couverture, frappé au tampon rouge, confidentiel. Titre: Évaluation du programme Silence. Je lis, le cœur serré. Rapport interne, septembre 1974. Population étudiée, 32 mineurs. Méthodologie, isolement sensoriel, contention prolongée, administration de substances expérimentales, comprimé bleu, solution B. Résultat, réduction significative des comportements agressifs. Incident, 7 décès, classé complications médicales. Recommandation, arrêter l'expérience pour raison d'image publique, ne pas communiquer. 7 décès, les mêmes années que les inhumations anonymes au cimetière. Pas de doute, c'était eux. Je feuillette les annexes, des graphiques froids, des courbes de réduction d'agitation, et une phrase grifflonnée au crayon, sans doute de l'ermite. Le silence est la meilleure thérapeutique. Le reste n'est que nuisance médiatique. Je transmets une copie au parquet actuel. La réponse est immédiate, glaciale. Les faits, bien que graves, sont prescrits. Pas d'enquête ouverte. Encore ce mot « prescrit », comme si le temps blanchissait les morts. Je rencontre Madame B., dont la sœur avait disparu après une admission en 1972. Elle serre contre elle une photo jaunie. Quand je lui lis le passage du rapport, elle s'effondre. Alors, elle est morte là-dedans, et ils ont écrit ça comme une statistique. 7 décès, ma sœur parmi eux, toute une vie réduite à une ligne. Au journal local de l'époque, je trouve un article de 1973 titrant « Expérience innovante, le pavillon C, un modèle de discipline douce ». Les mots sont une gifle. À quelques mètres des sangles et des anneaux, on vantait la discipline douce. Je retourne devant le bâtiment scellé. La lune éclaire les tôles rouillées. Le vent s'engouffre dans une fissure et produit un sifflement long, presque un gémissement. Pas des fantômes, l'air qui passe à travers les murs, d'où on a chassé les voix. Sur la tôle, amiante, quelqu'un a tracé à la craie un seul mot. Parler. Les pluies l'ont à demi effacé, mais il reste lisible. Le pavillon C n'est pas un mystère. C'est un crime documenté, consigné dans des rapports secrets, enseveli dans des boîtes poussiéreuses. Les morts n'ont pas disparu. Ils ont été réduits en incidents. Et la bureaucratie a transformé leur vie en chiffres. Avec le rapport interne, les fiches perforées, la copie du cahier noir, les lettres interceptées, l'addition est implacable. Ce ne sont plus des brides, ce n'est plus une rumeur, c'est un système. 32 enfants, 7 morts officiellement notés comme incidents, d'autres rayés comme transferts. Tout cela financé, signé, classé. Je décide de confronter publiquement les preuves. Une association locale accepte d'organiser une réunion dans la salle des fêtes de V. Le soir venu, une 50aine d'habitants se serrent sur les chaises métalliques. Je projette les documents, le protocole programme silence, la note de l'ermite, la plainte classée irrecevable. On vous a dit que le pavillon C était un bâtiment dangereux, hanté, oublié. Mais il n'était pas vide. Il contenait des enfants. On les a drogués, enfermés, attachés, et quand ils mouraient, on écrivait « transfert ». Un brouhaha s'élève. Une femme se lève. « Mon frère,
Admis en 1972. On m'a toujours dit qu'il avait fugué. Vous dites qu'il est dans cette fosse commune. Sa voix se brise. La docteure Ancel prend sa main. Oui, et nous allons exiger que son nom y figure. Dès le lendemain, un collectif se crée, les Familles du Silence. Ils réclament un mémorial, une enquête historique, la reconnaissance officielle. Les journaux régionaux reprennent l'affaire. Titre: Le pavillon C, une expérience couverte par l'État, des enfants oubliés. À Paris, le ministère publie un communiqué prudent. Des pratiques d'une autre époque, condamnables aujourd'hui, mais prescrites juridiquement. Encore ce mot, prescrite. Comme si l'encre de la prescription pouvait effacer le sang. Quelques mois plus tard, le pavillon C est ouvert sous contrôle. Les murs intérieurs sont vides, les archives détruites, mais on retrouve des fragments de flacons, des sangles de cuir, et surtout des graffitis griffés par des ongles, des prénoms, des initiales, des oiseaux en cage. Une cérémonie est organisée au cimetière, une nouvelle stèle est posée, sobre, à la mémoire des enfants disparus du pavillon C, 1971-1974. Que leur voix ne soit plus jamais réduite au silence. 10 noms identifiés sont gravés. Pour les autres, des initiales seulement, mais au moins, une place existe. Aujourd'hui, le pavillon C n'est plus un lieu maudit dont on parle à voix basse. C'est un mémorial. Les habitants savent que les gémissements entendus la nuit n'étaient pas des spectres, mais des enfants enfermés. La morale est brute. Le mal ne vient pas des fantômes, il vient des hommes qui choisissent le silence plutôt que la vérité. Ce n'était pas une fatalité, ni un incident, c'était une chaîne de décisions, de signatures, de budgets votés. Et chaque tampon rouge, silence, a tué un peu plus que les murs. Abonnez-vous pour les prochaines enquêtes, car chaque pavillon muré, chaque dossier classé sans suite peut encore cacher des voix qu'on a voulu éteindre.